Fait comme l'oiseau, écrit par Christophe Seri, extrait du Pays d'où je viens, lu par Camille Liado. J'ouvrais doucement les yeux après une bonne et profonde nuit de sommeil. J'avais crapahuté toute la journée d'hier en ville et m'étais couché complètement vanné. Bien au chaud dans mon lit, je repensais au déroulement des événements de la nuit. C'est étrange comme parfois, ils prennent forme et après de longues périodes d'immobilité se manifestent. J'avais fait un chouette rêve et tentais de m'en souvenir. J'avais envie de rester dans cette énergie le plus longtemps possible. Je volais et planais dans l'atmosphère et les nuages, aussi léger que l'air. Je me sentais oiseau et me servais de mes bras pour avancer et dessiner des figures géométriques improbables et joyeuses, jouant avec les lois de la pesanteur et de la gravité. À dire vrai, je ne m'en acquittais qu'à grand-peine, les lois universelles se foutant bien de mon aptitude à en comprendre le fonctionnement exact et n'ayant pas été sociabilisé dans ce monde en tant qu'oiseau. Pendant la nuit, des rangées de plumes ordonnées et colorées avaient poussé sur ma peau. Ma bouche était devenue bec et ma structure osseuse s'était transformée. Je ne sais pas combien pèse un cerf-volant, mais je me sentais aussi libre et léger que cette création de bois et de papier. Je flottais au gré des 4 vents, allant à droite ou à gauche, me retrouvant parfois cul par-dessus tête ou pendu par les pieds dans une perception étrange de l'espace. La ligne d'horizon n'était plus du tout un point de repère aussi fiable et précis que sur le plancher des vaches. J'apprenais à appréhender mes nouvelles conditions et mes nouvelles limites physiques en tentant de voler, pas trop bas pour ne pas percuter les piliers électriques, ou pas trop haut non plus pour pouvoir continuer à respirer sans m'essouffler tout en battant des ailes. J'avais pris de la hauteur et regardais le monde des hommes d'en haut. Il avait l'air si petit, si insignifiant vu du ciel. Quelle prétention tout de même que celle qu'ont les humains à se prendre pour le centre de l'univers. Il doit y avoir de temps en temps des fils qui se touchent dans leur caboche d'Homo sapiens. Je me dirigeais alors tant bien que mal vers une grande bâtisse située dans un quartier d'affaires, type administration, ornée d'une tour gigantesque, phallus érigée à la gloire de la modernité. Le périmètre autour du pâté de maison était bouclé, gardé par des hommes en armes et des barrières étaient installées tout autour de l'édifice. À voir l'importance et la taille de cet immeuble, il devait s'y passer des choses importantes puisque, a priori, il fallait impressionner le visiteur avec un soin tout particulier. En bas, dans la cour intérieure au sol pavé et luisant, perchés sur des grilles hérissées de pics pointus, quelques cousins pigeons à grandes pattes regardaient intrigués la scène qui se déroulait sous leurs yeux. De grandes files d'humains serpentaient le long d'un chemin de flèches tracé au sol. Ils passaient sous des portiques métalliques qui sonnaient de temps en temps, la personne vidait ses poches dans des bacs en plastique, puis repassait pieds nus et en t-shirt jusqu'au prochain contrôle. Quel étrange manège était cela. Je devenais de plus en plus conscient de ma nouvelle condition et commençais à réagir comme un ovidé. J'entendais maintenant mes cousins sur leur grille qui pensaient « Et maintenant, c'est qui les pigeons ?» J'apercevais une fenêtre ouverte qui me tendait les bras. J'entrais dans la pièce et me retrouvais d'un coup d'un seul dans un flash de lumière blanche, assis sur une chaise face à ma conseillère Pôle emploi. Elle dit, d'une voix perchée et aigrelette, « Comme vous le savez, depuis ce nouveau décanat, le travail est devenu grande cause nationale, décrétée par le département Tripalium du ministère du Développement laborieux. Vous devez vous justifier d'en trouver, sous peine de radiation définitive de tous vos droits, acquis sociaux et de votre nationalité, si nous le jugeons opportun. Qu'avez-vous à déclarer pour votre défense ce mois-ci » ? Ma défense ? Mais de quoi suis-je accusée au juste ? Comment ça, de quoi ? Vous le savez très bien, reprit-elle avec un ton de remontrance non déguisé. Vous êtes accusé de ne pas chercher suffisamment de travail, de ne pas accepter celui que nous avons l'extrême générosité de vous proposer, de ne pas satisfaire non plus aux critères imposés pour votre bien par l'État, et enfin d'être un mauvais citoyen, parce que vous n'aidez pas le gouvernement à atteindre ses objectifs statistiques. Est-ce que je dois continuer la liste ? En tout cas, ce n'est sûrement pas comme ça que vous réussirez dans la vie, mon pauvre monsieur. Pendant qu'elle me débitait son tissu de conneries et me faisait la leçon, je remarquai une mouche qui me tournait autour. Son bourdonnement m'agaçait, mais surtout sa présence me déconcentrait grandement. D'ordinaire, je n'y aurais pas prêté la moindre attention, mais là, une sorte d'instinct nouveau résonnait en moi et mes yeux suivaient l'insecte avec gourmandise.
Sa course désordonnée et le bruissement de ses ailes aiguisaient mes sens et mon appétit. Ma situation était suffisamment délicate pour ne pas en rajouter, et dans un effort presque inhumain, je me recentrais sur mon interlocutrice. Ses lèvres bougeaient toutes seules, et de sa bouche jaillissait un flot sans fin d'éléments de langage et de langue de bois. L'État pouvait dormir sur ses 2 oreilles avec des serviteurs aussi zélés. Et il y avait toujours cette mouche qui me tournait autour et me bourdonnait aux oreilles de plus en plus fort. J'en salivais d'avance et en avais l'eau au bec. Il me fallait me concentrer encore plus fort pour écouter le monceau d'âneries qui s'écoulait d'elle en logorrhée ininterrompue. Puis, n'y tenant plus, je me levai d'un bond de ma chaise et, vif et rapide comme l'éclair, gobais la mouche sans lui laisser la moindre chance de s'en tirer. Un silence de plomb lourd et massif régnait désormais dans la pièce. Elle me regardait, incrédule, bouche bée. Ça allait être ma fête. Les grands pontes du département du trip à truc n'appréciaient sûrement pas les gobeurs de mouches. Au moins j'avais réussi à lui faire fermer sa gueule, pensais-je, tandis que je regagnais ma place en avalant mon festin. Je ne m'expliquais pas ce geste. J'avais appris à m'exprimer et à me positionner clairement face aux différentes situations que je traversais, y compris d'ailleurs face à l'absurdité kafkaïenne d'une administration, mais là, impossible de trouver du sens à cet acte. Peut-être, me dis-je enfin, que devant certaines situations inextricables, il ne reste que l'absurde pour ne pas sombrer totalement dans le néant. Au bout d'un moment, elle dit, d'un ton glacial, « Qu'est-ce que cela signifie ? Vous vous prenez pour un oiseau ?» ?»« Oui, désolé, ce serait trop long à expliquer, » répondis-je en essayant de faire profil bas. Si je perds mes droits, je perds tout, et ces fonctionnaires savent le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains. Essayez tout de même, parce que là vous frisez dangereusement avec le signalement au ministère du discernement pour perte de lucidité caractérisée, et vous savez ce que vous encourez si je le fais, insista-t-elle avec autorité. Déchéance de nationalité et perte de droits sociaux, répondais-je timidement. De toute manière, il n'y avait qu'une seule sanction comme réponse à toutes les soi-disant infractions aujourd'hui, et c'était celle-là. C'est exactement ça. Alors je vous écoute. Et foutu pour foutu, j'expliquais. Il se trouve que j'ai fait un rêve cette nuit, et qu'au matin, je me suis réveillée dans le corps et l'esprit d'un oiseau. Mon bec, mes ailes et mes plumes avaient poussé pendant la nuit, et quand j'ai vu cette mouche, je n'ai pensé qu'à la becqueter. C'est à peu près tout, en fait. J'ai réagi par instinct parce qu'elle avait l'air vraiment trop appétissante. « C'est bien ce qu'il me semblait. Vous êtes en train de vous foutre de moi. Ça va vous coûter cher, jeune homme, » me dit-elle. Je restais muette tandis qu'elle me dévisageait sévère et interdite. Elle s'était figée dans une sorte de silence froid et tranchant comme de l'acier. Son visage venait de changer. Ses traits s'étaient détendus, relâchés d'un coup, et non, je ne rêvais pas. Un drôle de museau, prolongé par une trompe de mammifère, venait de lui pousser à la place du nez. Ne voyant personne aux alentours, elle me dit d'une voix nasillarde. « Je sais exactement ce que vous vivez. Je suis moi-même un tamanoir et je croyais être la seule à vivre ce genre de choses. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. Il faut se méfier dans ma position, mais vous m'avez donné faim, vous permettez ?» Elle tirait de sa poche une boîte et en sortait 2 ou 3 termites grillés qu'elle avalait d'un trait, puis elle me tendait la boîte pour me servir à mon tour. Elle ajoutait, repue et soulagée, « Ne vous inquiétez pas pour votre dossier. Je ferai le nécessaire pour que vos droits soient maintenus. » D'un geste, elle me reconduisait à la fenêtre qu'elle ouvrait grand, me disant dans un sourire aimable « On se voit dans un mois. D'ici là, prenez soin de vous. » Son visage s'était refermé et ses masques sociaux étaient en train de revenir, tandis que je déployais mes ailes pour m'envoler.